Alors à l'OIM, nous croyons fortement que la migration constitue un apport positif pour le migrant lui-même, pour sa communauté d'origine, pour la communauté de destination, pour sa famille, en autant que cette migration-là se déroule dans des conditions saines et dans des conditions régulières. Alors, le premier de ces éléments-là que je veux mentionner, c'est le capital économique qui permet aux migrants d'investir en retour dans son pays d'origine, un capital financier, entrepreneurial. La force également du capital humain dont disposent les migrants, c'est-à-dire que les migrants, quand ils vont dans d'autres pays, dans d'autres endroits, en fait, acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences qu'ils peuvent en retour transférer dans leur communauté d'origine. Les migrants sont également détenteurs d'une autre forme de capital que j'appellerais le capital social, donc, ce qui leur permet de tisser des réseaux, des liens dans les communautés dans lesquelles ils vivent, que ce soit à l'étranger ou ailleurs. Alors je veux mentionner à ce titre, en guise d'exemple, le cas de la coopération décentralisée. Vous savez que la plupart de ces processus de coopération décentralisée, en général, partent des associations de migrants qui sont établies en Europe, en Amérique ou ailleurs, qui initient, développent et maintiennent des liens avec les communautés locales qui les accueillent, avec les autorités locales des pays de destination et qui en retour permettent que ces liens-là se formalisent à travers un jumelage, à travers une entente de coopération entre deux entités locales des pays d'origine et des pays de destination. Le dernier élément que je veux mentionner, c'est la question du capital local. Capital local dans la mesure où les migrants ont souvent une plus grande volonté d'investir dans leur communauté d'origine et au niveau souvent le plus local. C'est-à-dire que les gens en général sont plus attentifs à ce qui se passe dans leur communauté d'origine que ce qui se passe, si vous voulez, au niveau national. Donc ce qui les amène foncièrement à vouloir investir davantage dans leur localité d'origine, que ce soit une communauté rurale ou une commune de plein exercice. Alors voilà pourquoi l'initiative conjointe pour la migration et le développement travaille depuis 2008 à renforcer les liens positifs entre la migration et le développement à l'échelle mondiale. On considéra qu'en appuyant les initiatives des acteurs de la migration et du développement sur le terrain, ce programme qui est financé par l'Union européenne est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec 6 autres agences des Nations Unies que sont l'OIM, si vous le permettez, je vais les citer tous, l'Organisation internationale du travail, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour la population et ONU Femmes. Alors cette initiative a montré qu'il était important de lier efficacement les initiatives des diasporas et des migrants au processus de développement local en vue d'en assurer la durabilité et en vue également d'avoir un impact sur le développement local. Alors voilà tout le sens du projet Diapando. M. Sen vous en donnera un peu plus tard des éléments un peu plus élaborés, un peu plus détaillés. Alors il faut également reconnaître qu'au niveau mondial, la principale contrainte qu'on rencontre, c'est que l'agenda de la migration, des questions de migration, du développement, de la migration et du développement est porté par des autorités nationales, alors que ces questions-là sont foncièrement locales. Il faut savoir que les autorités locales se trouvent souvent au premier plan pour faire face aux transformations et opportunités qui sont amenées par la migration. C'est au niveau local que sont le plus souvent ressentis les moteurs et les incidences de la migration, que ce soit en termes d'effets sur le marché du travail local, de la taille, des caractéristiques démographiques de la population, etc. Alors, c'est conscient de cet état de fait que donc, comme je le disais tout à l'heure, cette initiative conjointe a été mise en place. Et là, on est à la deuxième phase de l'ICMD qui couvre les années 2012 à 2016. Alors, ce nouveau programme de l'ICMD veut se différencier de la première phase en ce sens qu'elle cherche à mettre en valeur la dimension locale en mettant en œuvre différentes activités afin de cibler spécifiquement les autorités locales ainsi que les associations de la société civile
qui ont un intérêt dans les questions de gestion de la migration et du développement au niveau local. Alors 8 pays à travers le monde ont été retenus, dont 3 en Afrique. Donc évidemment le Sénégal en fait partie. Et un budget d'environ 500 000 $ US a été affecté à chaque pays pour 2 projets qui sont menés au Sénégal. Donc chaque projet ayant reçu un montant d'environ 230 000 $. C'est à peu près 115 millions si je ne me trompe pas. Donc au Sénégal, il faut savoir que les projets qui ont été présentés par l'ARD de Diourbel et l'ARD de Sédhiou ont été retenus sur les 9 soumissions qu'on a reçues au niveau du comité de sélection. Le contexte général des transferts de fonds et de la migration du développement local nous permet de mentionner un certain nombre d'éléments qu'il importe de connaître. C'est-à-dire qu'au Sénégal, on estime que la contribution des migrants à l'économie réelle est estimée annuellement à 700 milliards CFA. Ce qui veut dire que les migrants font entrer dans ce pays-là, à travers les transferts de fonds, à peu près, je dirais, 2 milliards CFA par jour. Donc ce montant-là, qui est absolument important, contribue pour 10% du PIB au Sénégal en 2011, c'est selon les estimations de la BCEAO. Et c'est près de la moitié des flux qui sont transférés dans l'espace UEMOA. Ce qui veut dire que 50% des flux qui sont transférés dans l'espace UEMOA vont au Sénégal. Le projet Diapando, pour faire simple, c'est un projet d'accompagnement des migrants pour le développement local. Donc c'est un projet qui cible principalement, mais pas exclusivement, les migrants sénégalais, pour inscrire un peu, les inscrire dans des initiatives de développement économique local. Comme vous le savez certainement, notre région, celle de Diourbel, mais également les autres régions partenaires, Thiès, Kaolack et Louga, constituent un bassin important d'émigration. Et dans ces 4 régions citées, le rôle des migrants en termes de contribution à la prise en charge des préoccupations locales est un rôle extrêmement important, pour ne pas dire prioritaire, majeur. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est à la fois mettre en place dans ce projet un dispositif d'accompagnement à l'identification et à la formulation des projets des migrants, mais également un dispositif pouvant faciliter leur accès au financement et de manière plus générale leur participation effective aux initiatives de développement économique local. Monsieur Sène, le projet est là, mais aujourd'hui, comment comptez-vous le financer? Aujourd'hui, nous avons bénéficié d'un financement parce qu'en fait, nous avons été sélectionnés suite à un appel à projet lancé par l'Union européenne. Et donc, nous avons été sélectionnés à l'échelle mondiale parmi 16 projets. Et nous avons donc bénéficié d'un financement sur 21 mois mis à disposition par l'Union européenne et la coopération suisse. C'est un financement relativement modeste pour les ambitions que nous avons, mais qui devrait au moins nous permettre, sur les 4 régions, de mettre en place un dispositif et d'en assurer l'animation. Et ce que nous souhaitons, parce que dans le projet, il y a quand même un volet un peu recherche-action. Il y a aussi un volet qui est aussi un volet méthodologique, on va dire. Parce que l'idée, c'est de réfléchir à la conception d'une stratégie d'intégration de la dimension migration et développement dans les politiques publiques locales et notamment dans les instruments de planification. Nous pensons qu'à l'issue du projet, si nous arrivons réellement à concevoir cet outil-là, cet outil pourra être partagé et disséminé au Sénégal, mais également en Afrique et un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, vous avez l'assurance qu'après ces 4 régions-là, vous comptez avoir un financement beaucoup plus approprié? Oui, mais nous avons invité beaucoup de partenaires. Et tous les partenaires que nous avons invités, qu'ils soient présents ou absents au cours de cette rencontre pour différentes raisons, nous ont manifesté vraiment leur intérêt au projet. Et je crois que cet intérêt sera encore plus manifesté plus encore lorsque nous en aurons terminé, lorsque nous aurons produit tous les résultats que nous attendons, parmi lesquels justement ces outils stabilisés, ces outils méthodologiques. J'ai vu ailleurs effectivement où presque toutes les infrastructures de base ont été réalisées par les immigrés. Des écoles, des postes de santé, des bureaux de poste simplement, mais bien d'autres infrastructures en termes d'hydraulique et autres, bien d'autres infrastructures ont pu être réalisées par
l'apport direct des migrants, par leur contribution directe, leur mobilisation de leur épargne. Ils ont pu réaliser donc toutes ces infrastructures. Et des fois même dans certains endroits, on compare toujours ce que les émigrés ont pu faire, ce que les fils du terroir ont pu faire par rapport à ce que l'État a pu réaliser. Et souvent de cette comparaison, l'État n'en sort pas avec beaucoup de gloire. Je ne le vois pas tellement dans la région de Diourbel, mais j'espère que ça va changer. Nous espérons que le capital acquis à l'extérieur permettra dans un futur proche d'améliorer les conditions économiques de la région. Monsieur le représentant de l'OIM parlait tantôt de capital financier, capital humain, capital social. J'ajouterai même le capital culturel. La personne qui émigre est confrontée à un autre mode de vie, à ce qui est, dans ce terme dit modernité. Aujourd'hui, on pense que la modernité, c'est ce que c'est en Occident. Donc l'émigré qui est en Occident, aux États-Unis, en France et en Italie, est en contact avec une autre culture, un autre mode de vie, d'autres pratiques. Et souvent également, son retour au pays permet d'améliorer les conditions donc de vie des populations, en amenant effectivement ce nouveau mode de vie. On améliore l'environnement, on améliore la salubrité des concessions et des villages, on améliore globalement donc la manière de vivre. Je pense que ça, c'est un capital humain, capital culturel que l'immigré apporte et qui doit effectivement bénéficier à la communauté. Mais je crois que ce qu'on attend surtout de nos émigrés, c'est qu'ils nous permettent de rompre avec le cycle de l'immigration. Rompre avec le cycle de l'immigration, c'est avoir une activité économique qui puisse engendrer des revenus suffisants dans le pays même, dans la région, dans le département, dans la commune. Ce qui fait que la génération suivante n'aura pas besoin d'émigrer. Ça, ce ne sera pas simplement construire une mosquée, construire une salle de classe ou construire un dispensaire. Ça va être créer des entreprises, investir dans la production. Je pense que cela aussi, on l'attend un peu de l'immigration. Ailleurs, on a vu effectivement l'émigré revenir avec un capital qui peut investir, mais revenir avec un partenaire qui est prêt à l'accompagner, du point de vue de la technologie, qui est prêt à l'accompagner. Et on a vu même déjà faire venir des partenaires qui sont prêts à financer, pas simplement apporter une technologie, mais apporter des financements qu'on aurait pu capter autrement. Je pense qu'on attend un peu cela aussi de nos populations émigrées, qui sont braves par ailleurs, comme on le disait tantôt. Partout, on dit que le Baol-Baol est travailleur. On même pense qu'il y a une éthique comme une éthique du capitalisme chez le Baol-Baol, qui lui permet d'engendrer donc beaucoup de ressources. Mais il faudrait que cette éthique du capitalisme-là, qu'on puisse effectivement en faire bénéficier le pays. Et je pense qu'en amenant ces entrepreneurs, en développant ces joint ventures, on pourra effectivement avoir des activités à l'intérieur du pays. Et ce sont ces activités qui, normalement, devraient nous permettre de rompre avec le cycle de l'immigration. Aujourd'hui, beaucoup d'émigrés en Europe souffrent parce que c'est la crise là-bas. On n'offre plus les emplois qu'on pouvait les offrir. On n'offre plus les opportunités comme on pouvait les offrir. Qu'est-ce qui se passe? Certains reviennent, ils reviennent sans activité. D'autres restent à vivoter dans le pays d'accueil. Je pense que l'un dans l'autre, il n'y a rien de bon. Ce qu'il faudrait que l'immigré puisse dire que ça, c'est une phase de ma vie. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, peut-être même pendant 20 ans, je vais vivre en Europe, ailleurs. Mais qu'après, je reviendrai au pays pour pouvoir réaliser des choses, réaliser un investissement. Je pense que si on a ces joint ventures, si on a ces contacts, si ces entrepreneurs pouvaient venir, demain on pourra effectivement avoir des activités économiques qui permettront de rompre avec le cycle de l'immigration. Mais il n'y a pas que cela. Je pense qu'ailleurs aussi, on a beaucoup d'exemples de coopération qui viennent donc de la population immigrée. Partout où vous verrez souvent des immigrés, ils arrivent à faire venir la communauté, la collectivité de là-bas. C'est le conseil départemental ou le conseil général en France, les conseils régionaux, mais également les communes. Ils arrivent à susciter donc un mouvement à travers la coopération décentralisée. Des fois, c'est simplement des associations, mais souvent, c'est carrément la coopération décentralisée qui vient en apport. Je ne le vois pas très beaucoup dans cette région. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Et là, j'attends vraiment l'apport des maires
qu'ils puissent donc parler à leur communauté, à leurs ressortissants, leur dire que nous avons besoin de vous, les associer d'abord dans ce que vous faites, mais également leur indiquer qu'on a besoin d'eux pour pouvoir capter ces opportunités de coopération qu'on a en Europe, qu'on a en Amérique, qu'on a ailleurs, et pouvoir en faire bénéficier donc, la commune d'origine, le département d'origine. Je pense que c'est de cela vraiment qu'on attend, quelque part de nos émigrés, mais surtout des élus locaux. Et j'espère que chaque maire au sortir de ce projet, à la fin de ce projet, pourra développer des aptitudes, des compétences qui lui permettront de mieux tirer profit de ces émigrés. Comme également, j'espère que nos chambres consulaires, elles sont présentes, j'espère, où elles seront associées, pourront donc vraiment développer l'entrepreneuriat, le partenariat économique, pour qu'on ait davantage d'entreprises dans le pays, mais également qu'on ait davantage d'investisseurs qui viendront par le fait de notre population qui vit aujourd'hui à l'extérieur. En tout cas, je voudrais remercier l'OIM, la coopération italienne et tous ceux qui partagent avec nous ce projet. Et dire qu'on juge à sa juste valeur le rapport, mais surtout le sens qu'ils doivent donner, l'orientation qu'ils veulent donner à leur action. Et on en a besoin et on espère qu'on pourra en tirer le meilleur profit le moment à venir. Donc ce sont ces mots que je voulais dire. Et je déclare officiellement engagé le projet Diapando. Je vous remercie.